Départ de Novosibirsk en fin de soirée. Cap sur Irkoutsk. Notre plus longue étape, 2 nuits d'affilée à bord. Sommeil bienvenu, brièvement interrompu par l'image diffuse d'une modeste gare affichant 2h moins 10. Mais c'est l'heure de Moscou. Ici, il est déjà presque 5 heures et le jour se lève. Première lueur boréale et à nouveau cette plaine sans fin, tout juste agrémentée de quelques mamelons. Ici et là, de rares villages dont on se demande bien de quoi ils peuvent vivre. Krasnoïarsk, 1 million d'habitants vivant de part et d'autre de la rivière Yenisseï. Arrivé à 8 heures, heure de Moscou, 13 heures locale, nous ne ferons finalement halte qu'un quart d'heure, à peine. Le temps de ne voir ni les habitants, ni la rivière. Attention, ne jamais s'éloigner du train qui peut repartir sans prévenir. Souhaitons alors bien du plaisir à ceux qui devront ensuite retrouver leurs compagnons de voyage ou simplement leurs bagages. Le train peut aussi faire halte, sans raison apparente, dans une gare minuscule ne figurant sur aucun horaire affiché. Là encore, ne descendre sous aucun prétexte, se contenter de la vision improbable d'un troufion planqué sous l'escalier, le temps d'une bouffée de cigarette. Le voyage est ainsi, monotone et varié à la fois. Les plus curieux notent le moindre détail, les autres se rabattent sur la lecture ou le sommeil. Les jours n'ont heureusement que 23 heures, décalage horaire oblige. L'été précédent n'a guère été pluvieux, ce qui a permis d'échapper aux moustiques, mais pas aux incendies de forêt, dont la végétation printanière n'a pas encore réussi à effacer toutes les traces. Deuxième nuit à bord, deuxième morne réveil. Juste le temps de se rajuster. Bienvenue à Irkoutsk. Irkoutsk. Ici, le personnage le plus célèbre n'est pas le tsar Alexandre III, dont on vient de réinstaller la statue, mais un certain Michel Strogoff, courrier du tsar, accouru de Moscou sans jamais reprendre haleine, à cheval, en carriole, à la nage, pour prévenir les autorités locales du danger imminent d'une invasion tartare. Une expédition aux multiples embûches en des terres immenses et inhospitalières. Oui, Michel Strogoff est le véritable héros d'Irkoutsk, et c'est bien volontiers que, parfois ici, tantôt là, les habitants vous montreront fièrement sa maison. Une maison qui bien sûr n'a jamais existé, puisque Michel Strogoff lui-même n'a jamais existé que dans l'imagination de Jules Verne. L'histoire de cette autre très belle maison de bois est en revanche bien réelle. Au milieu du XIXe siècle, elle abrita le prince Sergueï Volkonsky et son épouse Maria. En décembre 1825, le prince et quelques-uns de ses amis tentèrent un coup d'État, vite réprimé, contre le tsar Nicolas Ier. 5 de ceux qui furent dès lors appelés les décembristes furent exécutés, une centaine d'autres condamnés aux travaux forcés en Sibérie. N'obéissant qu'à leur amour,
plusieurs de leurs épouses prirent librement le chemin de la Sibérie et vinrent s'installer près de la prison de leurs hommes. Parmi elles, toute jeune mariée, Maria Volkonski. À la libération de son mari, 30 ans plus tard, ils s'installèrent ici, suivant à distance la vie du monde et apportant leur aide aux pauvres d'Irkoutsk. Mais les années de prison avaient aigri le prince Sergueï qui mourut prématurément. Maria vécut alors un nouvel amour avec l'un des anciens décembristes déportés, l'Italien Alessandro Boggio. À sa fondation, en 1851, Irkoutsk n'était qu'une garnison de Cosaques chargée de contenir la menace des autochtones bouriates. Aujourd'hui, Russes venus d'Europe et bouriates sibériens continuent à se côtoyer sans vraiment se mélanger. Même au marché, les Russes offrent les produits d'une agriculture typiquement sédentaire, alors que les bouriates proposent les fromages issus d'une longue tradition nomade. Irkoutsk, ce sont bien sûr le souvenir des décembristes, les réminiscences de Jules Verne, les premiers visages véritablement asiatiques, mais c'est aussi et peut-être surtout la fenêtre ouverte sur le lac Baïkal.